Et maintenant, je me glisse parce que c'est le moment où on accueille en scène Sébastien Coinon et Luc Julia, et j'en dis pas plus parce qu'ils ont tellement de choses à partager avec vous. On appelle en scène Sébastien Coinon et Luc Julia. Bonsoir à tous. Luc, je t'en prie. Prends place sur cette belle scène pour parler, je te donne en mille évidemment, d'IA, à moins que tu aies envie de parler d'autre chose. Non, on va se contenter d'IA. Oui. L'IA, on reste là-dessus. Bon, est-ce que ça va déjà, Luc? Super. Bon, faut-il encore te présenter? Tu as passé la plus grande partie de ta carrière en Californie. Tu es aujourd'hui le directeur scientifique de Renault. On est ici donc aux assises de la cybersécurité, effectivement, pour fêter cette 25e édition sous le signe des futurs au pluriel. On aimerait aussi avoir tes lumières, tu n'as pas de boule de cristal, je le sais, mais avoir tes lumières sur cette révolution en cours et potentiellement son impact à venir. On est quand même pratiquement 3 ans là, après la sortie de ChatGPT, en tout cas la prise de connaissance par nous tous. L'IA qui est massivement, c'est vrai, donc entrée dans nos vies en 2-3 ans, dans le privé d'abord, et puis assez rapidement le professionnel qui a suivi, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là ça s'est fait dans ce sens-là. Et c'est vrai que tu as un regard critique pour ceux qui te découvrent, redécouvrent aujourd'hui, voire contrariant, quand voilà, tu vas affirmer que certaines IA se détériorent avec le temps. Tu rappelles aussi à qui veut l'entendre qu'il y a des erreurs, chiffres à l'appui, chiffres qui sont parfois contestés, mais que tu maintiens. Et tu as des chiffres d'ailleurs peut-être plus récents à nous donner. J'aimerais que tu nous donnes aussi ce soir ta vision lucide, honnête et sans langue de bois. Là, je n'ai pas trop d'inquiétude. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on te reproche, hein, ton franc-parler, donc sur voilà, l'impact culturel, l'impact économique évidemment, sociétal, sur cette IA. On parle beaucoup de Gen AI, mais bon, ça va au-delà maintenant, et sur aussi, si tu le veux bien, puisqu'on est là aux assises à Monaco, le futur de la cybersécurité et l'évolution de nos métiers à tous. La Gen AI, donc, première question, Luc, tu trouves ça ludique, pratique? Est-ce que tu as un autre qualificatif là? Alors déjà, il faut les mettre au pluriel, parce qu'il y a plein de Gen AI. Hein. Les IA génératives existent effectivement depuis à peu près 2017-2018, mais pour nous, le grand public, depuis juillet 2022, avec l'arrivée de Midjourney au départ, et puis après ça a été effectivement ChatGPT en novembre, ChatGPT 3.5 en novembre 2022. Donc il y en a plein, on s'est bien amusé avec, hein, donc vous êtes bien amusé avec. Vous vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien, d'accord? Ça suivait exactement la courbe de Gardner, tu vois, donc on a toutes ces technologies là qui sont là, qui attendent, sont là, et puis il y en a une qui débouche quelque part parce que celles-là, elles étaient faciles à utiliser. Pourquoi elles étaient faciles à utiliser? Parce qu'il y avait le prompt, et tout le monde pouvait, à travers ce prompt, parler en langage naturel à ces IA. On n'avait plus besoin d'être informaticien, data scientist ou je ne sais quoi. Et donc, poum, il y a eu le boom. En 2 mois, janvier-février 2023, 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT. C'est la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire des technologies. Aujourd'hui, 700 millions. Aujourd'hui, c'est considérable quand même, x7. Mais beaucoup, d'accord. Mais on s'est rendu compte que c'était du caca, rapidement. Donc il y a eu la baisse de ces technologies. Pourquoi on s'est rendu compte que c'était du caca? Parce que vous avez tout joué avec, et puis le truc, il vous répond à des trucs bizarres, il hallucinait, il faisait des erreurs. Donc on s'est dit, c'est pas bon. Tu as chiffré, tu as souvent ce chiffre de 60 et quelques %. Alors ça, c'était le chiffre de février 2023. On te reproche voilà, que c'est un vieux chiffre et que depuis, les taux d'erreur des LLM est la pertinence. nettement inférieur. On va parler de pertinence. C'est compliqué de parler de pertinence. D'accord? Parce que ces IA vont être pertinentes pour nous quand on leur pose des questions, étonné que la façon même dont on leur pose des questions, elles sont là pour nous faire plaisir. Et donc ça va être pertinent par rapport à ce que je demande. Et ça veut dire que c'est vrai. Donc du coup, on a fait des études, c'est pas nous d'ailleurs, c'est l'université de Hong Kong en février 2023 qui a fait une étude assez simple qui disait on va prendre des faits vrais qu'on ne peut pas contester, on va demander à l'IA si c'est vrai ou si c'est faux. Si l'IA dit c'est vrai parce que c'est vrai. Si l'IA dit c'est faux parce que c'est vrai. Vous l'avez là. Okay. Et donc, à la fin, on compte et on voit 64% de pertinence. 36% du temps, il dit que les trucs vrais sont faux. Bon,
C'est beaucoup. Et là, on dit, ouais, mais ça va être mieux, ça va s'améliorer, ça va aller mieux. Ben non. Septembre 2025, là, le mois dernier, il y a exactement un mois, NewsGuard sort une étude qui montre que les IA se sont dégradées en performance, en pertinence. D'accord ? Maintenant, on parle de 40, 50% de pertinence. Tu parles de quel modèle là? C'est parce que c'est en moyenne, mais c'est. Ouais, c'est en moyenne. Il y en a qui sont bien meilleurs que ça, non? Il y en a qui sont meilleurs que ça. Alors Claude. Il y a Claude Anthropique. il y a Claude qui est meilleur. Donc Ok. c'est le meilleur certainement. Lui, il est resté dans les 10% d'erreur à peu près. Ok. D'accord, Donc 9 fois sur 10, Claude, ah bon. Ouais. En tout cas, ne dis Ouais. pas de bêtises. Alors, en fait, N'invente 10%, pas. après, tu peux décider si 10% c'est bon ou c'est pas bon. D'accord ? Moi, 10%, c'est pas très bon pour moi. Pour un chirurgien, c'est pas beaucoup, mais Ouais, enfin, c'est il vaut trop, mieux, je veux dire. il vaut mieux que ce soit meilleur que ça. Donc du coup, ces IA généralistes, on va dire un peu génériques, elles sont pas très bonnes. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est pas ça qu'on utilise dans la vraie vie. Dans la vraie vie, où on s'amuse avec toujours, d'accord ? On fait des dessins, des machins, des trucs. Bon, ok. Mais la qualité est pas terrible, mais on s'en fout parce qu'on est là pour s'amuser. Par contre, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, ou quand vous voulez faire quelque chose de correct, bah, vous allez utiliser des IA qui sont beaucoup plus spécialisées. Et donc là, tu vas avoir des machins qui vont être entraînés sur les datas de l'entreprise. Tu vas avoir des machins qui sont entraînés sur des datas dans lesquelles tu as confiance. D'accord ? Et tu te retrouves avec des trucs qui sont des modèles qui sont plus petits et qui tendent vers quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'IA agentique. C'est-à-dire que c'est des petits agents donc spécialisés, super spécialisés, qui sont plus petits, donc plus frugaux aussi. On va parler peut-être des frugalités de ces IA parce qu'elles ne sont pas du tout frugales sinon. Donc beaucoup plus petits, frugaux, et qui sont, en tant que spécialistes, on arrive cette fois-ci à avoir des taux de pertinence de 97, 98, 99%. D'accord ? Le 100% n'est pas possible dans ces IA, parce que ces IA sont des IA statistiques, et en statistique, on sait bien que 100% n'existe pas. D'accord ? Donc, du Chez coup, l'homme non plus, le 100% n'existe pas, donc ça tombe ouais. pas Donc, si non mal que plus, ça. oui. C'est pour ça que, si tu veux, dans les années 90, quand on a commencé à faire des IA qui faisaient de la reconnaissance de la parole, on a décrété que les IA de reconnaissance de la parole étaient meilleures que les hommes. Parce que les humains reconnaissaient, quand on se parle dans les conversations normales, on reconnaît entre 93 et 94% de ce que le gars en face nous dit. D'accord ? Et les IA étaient capables de reconnaître 95%. Donc on a déclaré, ça y est, l'IA est meilleure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, ça me fait sourire, ça me fait marrer quand j'entends tout le monde qui dit « bientôt les IA seront meilleures que nous ». Non, on ne dit pas ça d'ailleurs, on dit « bientôt l'IA sera meilleure que nous ». Parce qu'on pense à l'IA générale, générique. L'IA, Avec une AGI, conscience. qui a une conscience, qui va être meilleure que nous pour tout le temps. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait, l'IA générale. Je ne sais pas ce que c'est l'intelligence générale. Bon, bref, donc, mais j'ai un scoop, en fait. Le scoop, c'est que depuis la nuit des temps des IA, qui datent de 70 ans, ces IA sont meilleures que nous. Parce que ce sont des outils qui font la chose pour lesquelles on les a développés mieux que nous. C'est la définition même de l'outil. C'est pour ça que dans les années 90, ces IA de reconnaissance de la parole étaient meilleures que nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines IA qui font des dessins, des trucs, des machins, sont meilleures que nous. Les IA sont meilleures que nous. Ce ne sont que des outils. Tu dis 70 ans, donc oui, ça fait longtemps. Donc moi, je reste quand même dans le camp de ceux qui sont bluffés, qui l'utilisent au quotidien, sans être aveugle. Et oui, évidemment, il faut corriger. C'est mieux si on est expert, parce qu'on peut remettre un petit coup de patte derrière, un petit coup de crayon. Toi, tu penses que ça t'a pas bluffé? Tu trouves que ça a pris du temps finalement à sortir, notamment la Gen AI, ou Quand tu regardes c'est allé plus l'histoire, vite que prévu? Quand tu regardes l'histoire des IA, d'accord, l'histoire des IA, donc effectivement, officiellement, ça commence en 1956 avec des IA statistiques, ça n'a pas bien marché, blablabla. Après, il y a eu les systèmes experts. La plupart d'entre vous se rappellent de ça. Les systèmes experts, c'était pendant 40 ans, les années 60, 70, 80, 90. Ça marchait relativement bien. C'était de la logique. C'était toujours des mathématiques. Dans tous les sens, c'est des mathématiques. Donc c'était de la logique, c'est sympa, ça marchait bien. Puis tout à coup, on a refait des IA statistiques dans les années 90 parce qu'on s'est retrouvé à avoir beaucoup de data, le big data, Internet. D'accord ? Donc là, on a commencé avec du machine learning. Meilleur nom d'ailleurs que intelligence artificielle. Parce que machine learning, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On apprend aux machines. D'accord ? Puis on a fait du deep learning, qui est la même chose que le machine learning, mais deep. Ça veut rien dire. Et puis après, on a fait des IA génératives. C'est une évolution. C'est une évolution de quoi ? C'est-à-dire que c'est de plus en plus de données. D'accord ? On a de plus en plus de capacité de calcul, on a de plus en plus de facilité à mettre des données dans ces machines. Et donc, du coup, on évolue, on a de plus en plus. Pour donner une idée, dans les années 90, quand on a les premiers machine learning, c'est 100 000 morceaux de données dans ces modèles. Après, dans le deep learning, c'est 10 millions, 100 millions. D'accord ? Aujourd'hui, quand on parle des modèles d'IA générative, on parle de 1 milliard, plusieurs milliards.
D'accord. Donc on est passé à l'échelle comme ça. Donc c'est une évolution, on va dire des mathématiques, pas tellement, mais c'est une évolution de la capacité des machines et la capacité de traiter ces données. Mais c'est une révolution, effectivement, mais ce n'est pas une révolution dans la capacité même à traiter ces données, c'est une révolution, comme j'ai dit tout à l'heure, d'usage. C'est-à-dire que le prompt, c'est ça qui a tout changé dans ces IA génératives et qui a fait qu'elles sont effectivement accessibles et qu'elles sont géniales pour plein de personnes. Toi qui as fait ton doctorat sur voilà, l'homme-machine, cette relation, Ouais. là quand même, il y a une super. porte ouverte Ouais. qui est incroyable. Mais c'est exactement ce qu'on avait envisagé. Mon doctorat, malheureusement, ça fait 40 ans pratiquement. Ouais, mais c'est à peu près ce qu'on avait envisagé à ce moment-là. On rêvait d'IA conversationnelle. On rêvait de pouvoir converser avec ces machines pour pouvoir faire en sorte qu'elles nous comprennent, non seulement, vous voyez, je parle comme un Italien avec beaucoup de gestes, d'accord, mais qui est la reconnaissance de la parole, mais aussi la reconnaissance des gestes, la reconnaissance des signaux humains. Tu avais quasiment réussi avec Siri, sauf que Pas de dialogue. il était quand même pas si smart que ça, quoi. Ah non, complètement con même. C'est toi qui l'as dit, mais Faut être clair. Je veux dire, le truc, c'est qu'on n'a pas réussi. On n'a pas la 9 fois sur technologie 10, à l'époque. il t'a pas coté, quoi. Non, mais On c'est comprend pas, il se déclenche quand on veut pas. Enfin, Non, mais on a quand même fait des trucs rigolos. Bon, à la fin, il y a quand même 500 millions d'utilisateurs. On va pas cracher dessus. D'accord, donc c'est quand même extraordinaire. Mais le rêve de l'IA, d'une IA ou d'un assistant, parce que c'était un assistant au début, donc le rêve de l'assistant avec qui je vais pouvoir dialoguer, on n'a jamais pu le faire. Siri, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, ils sont toujours pas déclenchés chez Apple. Jusqu'à aujourd'hui, tu donnes une requête, il donne une réponse. Point à la ligne. D'accord. Il n'y a pas ce qu'il y a dans les IA génératives qu'il y a aujourd'hui, donc certains systèmes de dialogue, où tu vas avoir un dialogue de 10, 20, 30 tours. Et tu peux vraiment affiner ta recherche ou ta conversation avec cette IA. Donc aujourd'hui, on arrive effectivement à ce dont on rêvait il y a 40 ans. J'ai le droit de t'énerver ou pas? Allez, vas-y, je sais ce que c'est, vas-y. Luc Julia, co-créateur, cofondateur de Siri. Co-créateur. Co-créateur, oui. Ouais, fondateur, non, parce que fondateur, c'est quand on fonde la boîte. La boîte Siri a été fondée en 2007. Nous, on a les brevets, avec Adam Shire, on a les brevets qui datent de 1997. 10 ans avant. 10 ans avant, Ouais. Quand on était à Stanford tous les deux. Lui, après, il a créé la boîte. Donc, lui, il est fondateur avec d'autres personnes qui ont continué à faire évoluer le produit. Hein, très, très bien. Je veux dire, moi, je faisais autre chose. Je faisais d'autres startups à ce moment-là. Donc, très bien. Et après, Apple décide de racheter Siri. D'accord. Et quand Apple rachète Siri, Adam Shire, donc, me demande de venir avec lui pour aller faire tourner Siri chez Apple. Donc, il y a un trou de 10 ans. Mais bon, c'est un trou de 10 ans. Moi, j'ai fait autre chose. C'est comme ça. Donc, on est co-créateur. Je ne suis pas cofondateur et j'étais directeur de Siri chez Apple. Et pour ceux qui aiment les archives, oui, allez voir, parce que l'idée, c'est pas faire champ contre champ, mais il y a une dizaine d'années, à ceux qui te présentaient comme ça sur les plateaux, tu leur disais non, au mieux, je suis le grand-père. Hein. Oui. Tu n'as jamais revendiqué une paternité. Non, mais parce que c'est tellement vieux, ça fait, encore une fois, 1997, c'était il y a 30 ans. D'accord. Donc on va se calmer un tout petit peu. C'est définitivement grand-papa. Voilà, c'était pour les amis youtubeurs. Bon, sur cette interaction homme-machine, tu parlais de 500 millions sur Siri, sur Samsung, tu as fait encore plus fort là. Ouais, on a tapé le milliard. Mais bon, après, c'est un jeu. C'est-à-dire, quand tu fais des technologies pour les vrais gens, c'est ce que j'essaie de faire depuis que j'ai tout petit. Hein. J'ai commencé par moi, le vrai genre moi, où je voulais faire des trucs pour moi, pour que ça me serve à quelque chose. Donc, après, les startups dont on a parlé vite fait, là, j'avais 10 millions, 17 millions d'utilisateurs dans ces startups. J'étais super content. Puis après, le jeu, c'est une drogue, le machin. Donc, 500 millions d'utilisateurs, enfin, 180 millions au départ de Siri, 300 millions quand on est parti, 500 millions aujourd'hui. Donc, c'est sympa. Mais après, tu te dis, c'est quoi qui est après? Après, tu vas chez Samsung. Et chez Samsung, pourquoi tu y vas? Parce qu'ils vendent 1 milliard d'objets par an. Et quand tu vends 1 milliard d'objets par an et qu'ils ne sont pas connectés, tu dis à monsieur Samsung, je vais venir connecter tes objets, je vais te faire la plateforme qui va connecter les trucs. Et donc tu connectes ça, et donc là, maintenant, c'est plus 500 millions, c'est 1 milliard. Donc c'est rigolo. Alors, je ne vous cache pas que chez Renault, ça va être moins d'1 milliard. Pourquoi pas? Soyons fous. Ça va être compliqué quand même. Et si c'était OpenAI qui arrivait à 10 milliards, alors? Le prochain coup? Tu les vois bien ou pas? Parce qu'ils sont en train de faire peur à tout le monde, là. Oui, ils font peur, effectivement. Ils font très, très peur. Ils font peur du point de vue environnemental. Hein. Ils sont afféodés à Trump. Donc, 500 milliards de dollars pour créer des data centers. Des data centers qui sont à la Trump, c'est-à-dire pas des data centers avec une centrale nucléaire, des data centers avec des centrales à charbon. Donc, ça fait peur. Il faut pas. Non, mais sur le produit, quand même, quand tu vois GPT-5...
ou Sora 2 dans la vidéo, etc. On sent on va pouvoir acheter demain, etc. dans leur app. Ouais. Et on pourra même aspirer d'autres apps. Bien sûr, Ça semble tentaculaire. Ils sont très forts. Bon, ils ont beaucoup de gens maintenant. Hein. Ils sont très forts pour surfer la vague des choses qu'il y a à faire. Donc Sora 2, là, c'est vrai que c'est une vague. TikTok ou... Toi, tu l'as. Nous, on l'a pas en France. Hein, mais toi qui vis aux US, tu l'as testé peut-être. Oui, bien sûr. Okay. C'est rigolo. Bon, c'est moche, mais c'est rigolo. D'accord. Mais le truc, c'est que ça aurait dû être TikTok, ça aurait dû être Instagram qui le fait. Et pourquoi TikTok et Meta l'ont pas fait? On ne sait pas. Parce que peut-être ils n'ont pas cette fibre que finalement les gens d'OpenAI ont. Parce qu'ils sont vraiment toujours dans le réflexe de la start-up, quand les autres se sont peut-être un peu... Donc OpenAI t'appelle demain pour travailler avec eux, tu n'y vas pas? Ah oui, c'est non. La réponse est non. Ah oui, c'est non. Bon. Point. Non. Point. Point la ligne. Donc, il y a solution au problème à nos sociétés, notamment à notre vieille Europe. Comment tu vois les choses là? Je crois que tu es assez optimiste. Alors, j'ai voulu. Moi, on me demande souvent quand je fais des entretiens comme ça, tiens, c'est quoi tes questions? Alors, moi, je les donne pas, les réflexes de journaliste. Mais en revanche, j'échange les thèmes. Et donc, je suis allé te voir il y a une demi-heure dans ta loge. J'ai dit, tiens, je vais envie de parler de ça, ça, lui. Il m'a dit, non, ça m'intéresse pas, on verra ça tout à l'heure. Donc, je sais absolument pas ce que tu vas me dire, mais je crois savoir quand même que tu es assez optimiste finalement. C'est une opportunité extraordinaire. Ces outils sont fantastiques. Par définition même de l'outil, ça nous fait progresser d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que là, ce qui se passe dans la société en fait et dans les entreprises en particulier, on va parler des IA qui sont vraiment des IA utiles, d'accord. Donc ces IA qui marchent bien, qui sont dans les 90% dont je parlais, ces IA elles sont fantastiques parce que elles permettent un nivellement par le haut en fait des gens, d'accord. Moi j'appelle l'IA l'intelligence augmentée. Ça augmente nos intelligences. D'accord. C'est pas des outils magiques, c'est pas des Terminator, c'est pas Her, c'est pas Hollywood, d'accord. C'est pas de la magie, mais c'est formidable quand même. Mais c'est formidable parce que ça nous augmente dans les tâches particulières qu'on n'a soit pas envie de faire, soit qu'on fait pas très très bien. Elle va nous aider à faire mieux, peut-être plus vite, etc., etc. Donc ces outils sont fantastiques. Ils nous permettent d'avoir une meilleure productivité. On peut mettre des guillemets à productivité en disant aussi une meilleure capacité. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Mais ces outils sont géniaux. Ils sont très très bien. Il faut les utiliser. Donc les bons, ça va les rendre excellents, et les autres là. Et les moins bons, ça va les rendre meilleurs. Okay. Et le problème, c'est que on sait bien, dans les compagnies, il y a toujours quelqu'un quelque part qui est mauvais, d'accord, dans ce qu'il fait. Et puis ou qui a un poil dans la main. C'est pas forcément qu'il est mauvais, mais il n'a pas très mais du coup, c'est lui qu'on pointe du doigt. On dit machin, là, Richard, il est pas sympa, machin. Et donc, avec l'IA. Le groupe s'uniformise et donc avec ce nivellement par le haut, Richard, il commence à être pas aussi bon que le mec qui était bon, mais il est assez bon et donc nous, on n'a plus besoin de le pointer du doigt et donc tout le groupe devient un groupe socialement beaucoup plus accepté et acceptable et c'est intéressant. Donc il y a ces effets-là. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher la face et regarder l'autre côté de l'IA, parce que comme l'IA est super facile à utiliser, on peut faire aussi des grosses bêtises avec. D'accord. C'est comme le marteau. Le marteau, c'est relativement facile à utiliser. D'accord. Tu prends le manche, poum, 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 bon, ça va. Donc tu plantes un clou avec, ça va, c'est fait pour ça. Tu plantes une vis avec, ça sert à rien, d'accord, ça va pas bien marcher. Mais bon, tu peux le faire si tu as envie. Je te fous un coup de marteau sur la tête, je peux le faire, c'est pas bien, d'accord. Donc, à la fin, c'est nous qui tenons le manche du marteau, et donc c'est nous qui décidons comment on les utilise, ces IA. Ça pourrait être quoi les mauvais usages de les mauvais usages, on les connaît tous, hein. C'est tu fous à poil ta voisine sur Internet. D'accord, les deepfakes, les fake news, tout ça, on sait que c'est pas bien, mais on sait aussi ça va être très très difficile à empêcher. Comment on va faire pour repérer les deepfakes, les fake news? Usurpation d'identité, plein de trucs. Tout le monde ici est au courant. Ouais. Et donc ces IA sont tellement faciles à utiliser qu'on peut les utiliser d'une manière qui n'est pas correcte. Donc du coup, il faut réguler, il faut de la régulation pour que ces outils soient utilisés correctement, mais il ne faut peut-être pas la réguler à outrance, ça c'est un autre problème, mais il faut aussi s'éduquer. Le mot-clé, en fait, de toute l'utilisation de ces IA, de ces outils en particulier, c'est l'esprit critique. Il faut savoir que ce qui sort d'une IA, potentiellement, c'est pas bien. D'accord. Alors quand je sais exactement comment l'utiliser, d'où elle vient, quelles sont les données qui ont été utilisées pour créer le modèle, etc., là, je peux y aller. Il faut toujours que je relise ou que je regarde ce qui s'est sorti quand même, parce que, comme je disais, 100% n'existe pas. Même sur un agent, sur un modèle petit, comme tu disais tout à l'heure, dans un milieu fermé en entreprise, je check quand même. Oui, tu check, mais ça va être meilleur que Richard. Mais je suis désolé s'il y a des Richards. Pas sympa pour les Richards.
Non, mais sérieusement. Donc, Sérieusement, ouais. toujours Oui, checker. toujours checker, Ok. parce que, encore une fois... Mais le gain de productivité, si je reste sur les avantages, aujourd'hui, et surtout à moyen long terme, on va gagner en productivité, ça va être une des réponses Ouais. au vieillissement, etc. Alors, il faut faire un petit peu attention. Bon, il faut regarder un peu toutes les IA. La réalité, c'est que les IA génératives, c'est encore pas sèche. D'accord, on est encore en train de comprendre comment elles marchent et comment on peut les utiliser, avoir des bons use cases. Il faut regarder l'étude qu'a fait le MIT encore il y a un mois, au mois d'août. Et l'étude disait que 95% des POC n'avaient rien donné, les proof of concept. D'accord, donc il n'y avait que 5% qui avaient donné du retour sur investissement. Et c'est normal, parce qu'on Et est des POC encore... qui datent de quand? De 2023, 2024? 2023 2024. Ok. L'époque de ces 2 années d'émergence, on va dire, de ces IA D'accord. génératives. Et donc, bah, c'est normal en fait, parce que comme c'est encore pas trop sec, on est encore en train d'innover sur ces machines. C'est-à-dire quoi, ça marche pas ces POC? Ça veut dire qu'ils sont pas héroïstes? Ça veut Ça veut dire carrément on va voilà, ils donnent pas dans le mur, quoi. ils te donnent pas vraiment de retour sur investissement. Donc si Ok. tu veux, ça te coûte cher et ça te donne rien. Donc bon, On on va arrête. pas le garder. Donc, du coup, bah, on est en train de chercher, on va trouver, et ça va prendre un petit peu de temps, hein, et on va faire ça de mieux en mieux, de plus en plus. Mais si on regarde l'IA en général, les autres IA, les vieilles IA, le machine learning, le deep learning d'il y a 30 ans, 20 ans, ben, on a trouvé des cas d'usage qui sont extraordinaires. Beaucoup de celles-là, de ces IA, de ces vieilles IA, on trouve que c'est de la productivité, de la vraie productivité. C'est-à-dire qu'elles permettent de faire des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant et tout ça, enfin, qui prenaient du temps avant, etc. Les IA génératives, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'elles prennent toujours beaucoup de temps parce que justement, l'humain doit être à côté. C'est vraiment de la coopération entre l'humain et la machine parce qu'il faut que je produise ce prompt. D'accord ? Et puis ce prompt, je vais l'affiner justement dans le dialogue dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça prend un peu plus de temps, mais par contre, les résultats, le résultat final est bien meilleur. Donc on a des gains de qualité plutôt que des gains de temps et de productivité. Mais en fait, on réfléchit bien, le gain de qualité, c'est un gain de temps aussi. Parce que si quelque chose que tu sors est bon, tu ne vas pas le remettre dans la machine, et donc, etc., etc. Donc, du coup, c'est ce qu'on voit en ce moment. On va voir de plus en plus, encore une fois, des cas d'usage qui vont arriver. D'accord ? C'est en ce moment, c'est maintenant. Et ça va être super. Mais c'est vrai que ces cas d'usage, ils vont être pas basés sur ces grosses IA, là, ces gros mastodontes qui sont dans la course débile des data centers énormes, etc. Donc ça, on va oublier bientôt. Et on va se retrouver plutôt dans ces IA qu'on appelle agentiques. Donc ces petites IA, ces IA plus frugales, où on a donc ces petits agents qui vont coopérer entre eux, qu'on va orchestrer avec d'autres IA qui vont être donc qui vont leur donner des tâches à faire et qui vont plus ou moins faire des trucs plus ou moins autonomes, d'accord ? Et ça va être sympa, ça va être super. Et en plus de ça, ça va être distribuable un peu partout, pas seulement sur le cloud. Il va y en avoir en local, dans ton téléphone, dans ton PC. Donc il peut y en avoir un peu partout. Et ça va être tout à fait utilisable et beaucoup plus frugal et donc beaucoup plus agréable pour la planète. Donc c'est plutôt une chance pour nous, parce qu'on n'est pas vraiment dans la course, nous, au big tech et aux grands modèles. Un H compagnie ou un Mistral qui bosse beaucoup avec les boîtes de manière verticale, dans l'assurance, dans le transport, dans ceci. Exactement, bah, c'est là où on voit que des boîtes comme Mistral justement, ou H, ou les boîtes comme ça qui se spécialisent de plus en plus dans des domaines particuliers et qui viennent aider les boîtes d'ailleurs à se spécialiser. Au lieu de dire, les mecs, demain, vous allez avoir l'IA générale AGI, la Artificial General Intelligence, et vous allez pouvoir tout faire, et vous aurez des robots qui marchent pour aller faire la vaisselle. Bon, bah, bonne chance. Quels seraient les côté client, côté user, qui vont être les premiers gagnants selon toi là, alors? En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, bah, je ne sais pas en termes de génération, j'en sais rien, mais on voit quand même un petit problème aujourd'hui. On voit que la jeune génération a du mal à rentrer dans les boîtes aujourd'hui parce qu'il y a une impression que les IA, les outils d'IA peuvent faire ce que les jeunes feraient. Plus besoin de stagiaires, plus besoin d'analyse dans les cabinets. Stagiaires, les 2 premières années où tu fais les photocopies, tout ça, bon, ça ne sert plus à rien, donc je ne les embauche pas du coup. Je préfère mettre des IA. Ce qui serait un drame, parce que c'est comme ça qu'on rentre dans les boîtes. C'est comme ça, poste et c'est une bêtise, parce que de toute façon, bon, les vieux, ils vont partir à un moment. Hein. Donc c'est une grosse bêtise, parce qu'en fait, ce qui va se passer, on va s'en rendre compte bientôt, mais ce qui va se passer, c'est que ces IA, elles sont bonnes pour tout le monde, même pour les jeunes. Et ça veut dire qu'en fait, l'intégration de la jeune génération dans les boîtes, ben, elle va être beaucoup plus rapide en fait. Ils vont être opérationnels au lieu de mettre 2 ans à faire des photocopies. Ils vont faire que quelques interactions avec les IA et ils vont être opérationnels au bout de 2-3 mois. Donc c'est une opportunité en fait d'avoir ces IA comme des outils qui permettent donc à Richard et aux jeunes de s'améliorer.
L'éducation, c'est un vrai problème en France. Enfin, c'est un de nos soucis. Ouais. Ça Alors, peut nous aider. c'est pas vrai. Moi, j'en ai un peu marre que vous vous tapiez tout le temps, là, vous flagellez en permanence à propos de l'éducation. Alors, vous avez un problème d'éducation du fait que vous laissez beaucoup de gens sur le bord de la route pendant les cycles d'éducation. Les grandes écoles, elles vont très bien, mais l'éducation Voilà. nationale, Alors, c'est c'est compliqué. pour ça que moi, je ne veux pas te parler de ça. Le tronc commun, on va dire. Moi, je ne sais pas tout. Tu vois, donc, je ne suis pas spécialiste de tout, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la solution pour ça. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les élites, vous en fait, les gens qui sortent des grandes écoles, des grandes universités, etc., vous êtes tous des génies. Vous êtes des génies. L'éducation française qui forme ces élites est extraordinaire. Nos élites sont extraordinaires. On est les meilleurs du monde en mathématiques. C'est pas moi qui le dis, ça c'est le Mayday Fields qui le dit. D'accord ? On est les meilleurs du monde en mathématiques. Et il se trouve que, quoi ? Les IA, c'est des mathématiques. On est les meilleurs du monde en IA. Okay ? Donc, on est des génies, on est extraordinaires, mais ça ne se voit pas. Pourquoi ? Parce qu'on se flagelle en permanence, on est nul, d'accord ? Et au lieu de penser, de réfléchir au fait qu'on peut avoir ce nivellement par le haut dont je parlais. Beaucoup s'exportent aussi. Toi, tu es chez Samsung, chez Apple. Moi, c'était il y a 40 ans, c'était il y a 30 ans que je suis parti, c'est pas grave. Okay. La nouvelle génération, vous avez depuis 2013, depuis Fleur Pellerin qui a fait la French Tech, vous avez l'opportunité de faire à nouveau de l'entrepreneuriat. Vous faites des boîtes. Il y a 1000 boîtes d'IA aujourd'hui en France. D'accord ? Donc vous faites des boîtes, vous avez retrouvé... Lever 1 million à Paris, c'est fastoche. Lever 1 million d'euros. Lever 100 millions, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Alors le problème, c'est ce que je dis. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. Pourquoi ça ne se voit pas ? Parce qu'on reste au niveau de la start-up. On n'arrive pas à faire le scale-up. Et le scale-up, le secret, c'est ce que j'ai entendu dans l'intervention précédente, le secret du scale-up, c'est les sous. D'accord ? Et malheureusement, quand il faut que tu lèves 50 millions, 100 millions, pour faire ton scale-up, c'est beaucoup plus compliqué que de lever 1 million par la BPI. D'accord ? Donc du coup, ça c'est un problème, et c'est un problème qui est compliqué parce que, alors là je vais faire plein de copains je pense, mais vous avez vos VC, vos venture capitalistes ici, les VC européens en fait, les fonds c'est 200 millions, 300 millions. Ils ne vont pas parier la moitié de leurs fonds sur une boîte. D'accord ? Moyenne, parce qu'il y en a quelques-uns qui gèrent 1 ou 2 milliards, mais ils sont pas légion. Il y en a très peu qui sont énormes. D'accord ? Et la réalité, c'est que vous avez après d'autres chiffres qui sont rigolos. C'est les chiffres de l'argent qui dort sur vos caisses d'épargne. C'est l'argent qui dort dans vos assurances vie. Nous, aux États-Unis, rien ne dort. Ma retraite, elle est jouée tous les jours en bourse. Elle est jouée dans les fonds de pension. Elle est jouée chez les VC. Et les VC sur Sandy Road, qui est la route où il y a tous les VC à Menlo Park, à côté de San Francisco, la moyenne des fonds, c'est 3 à 5 milliards. D'accord ? C'est pas pareil. Donc eux, oui, ils peuvent parier 50 millions. Ça va ? Bon, je vous laisserai poser dans l'audience dans un instant, si vous voulez, une ou deux questions à Luc. N'hésitez pas. Profitez de sa présence ce soir. Le futur, tu le vois comment, toi, en termes de métier, que ce soit dans l'IT, la cyber, etc. Comment on prend cette vague, là, cette énième vague, parce qu'il y en a eu d'autres, cloud, big data. Ouais. Plus d'outils qui nous permettent de faire plus de choses. Vous, en cyber en particulier, je veux dire, il y a des problèmes, c'est une course. D'accord, la cyber. Donc, il y a des outils qui vont être utilisés par les méchants, on va les appeler les voleurs. Et puis après, il y a des outils qui sont utilisés par la police et les voleurs et la police. Et donc, il y a de plus en plus d'outils. Et la course des gendarmes et des voleurs, je veux dire, elle est en cours. Mais on va avoir de plus en plus d'outils et on va pouvoir faire des trucs de plus en plus rigolos. Et vous allez faire des trucs de plus en plus rigolos grâce à ces outils. Donc, c'est ça la vie. C'est comme ça qu'on progresse. De toute façon, c'est ça le progrès. C'est ça aussi. D'accord ? On ne peut pas accepter de façon de retourner en arrière. Donc on est obligé d'aller de l'avant et les outils nous permettent d'aller de l'avant. Et l'Europe a la capacité à rester dans la course, malgré peut-être ce manque d'argent et grâce ou à cause de sa réglementation qui semble nous freiner. On n'a pas toutes les innovations, même les startups ici disent lâchez-nous un peu la bride là. Ouais, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure en disant que l'argent vous l'avez, mais vous le mettez pas où il faut. Quand je parlais des milliards qui traînent sur les assurances vie. Oui, en fonds euros, etc., ça rapporte 2% par an. Et ça vous aura quoi ? Ça ne finance pas les boîtes. Ça finançait. Donc, au lieu de vous plaindre là, dans la rue, retraite à 62 ans, je veux dire, mettez-vous sous. Capitalisation. D'accord, bon, maintenant je vais arrêter parce que fonds de pension. Sympa. Donc, on va lancer un mouvement, je ne suis pas sûr que les gens suivent.
Mais en tout cas, non, on a des capacités, comme j'ai dit, extraordinaires, point de vue intellectuel. D'accord, on a des capacités intellectuelles. Donc on est capable de faire des trucs, on est capable de faire des choses souveraines, on est capable de faire des choses extraordinaires en Europe. On peut le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se donner les moyens, à un moment donné. Tu as prononcé le mot magique, souverain. C'est bonne ou fausse bonne idée, là? C'est compliqué souvent, parce que si tu veux, bon, aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de ces IA dont on parle, elles tournent sur des clouds américains. Hein. Donc les données, vous les donnez à monsieur Bezos ou autre, Google et Microsoft. Donc c'est compliqué d'avoir la souveraineté. Est-ce qu'il y a des clouds souverains en France ou des clouds de confiance? Il y en a qui commencent à émerger, d'accord. Donc on essaie de regarder un peu ça. Il faut, mais c'est pas facile. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, on va quand on voit un Trump qui arrive au pouvoir, qui est complètement, je veux dire, le gars, il est en roue libre, d'accord. Il fait n'importe quoi. Donc à tout moment, Trump peut décider, je coupe l'accès de tous les clouds américains aux Européens. Et là, on va avoir l'air con, d'accord. Donc réfléchissez. Comme ça, ouais. Non, mais vous comprenez bien. Vous voyez bien que le mec, il est complètement débile et il fait n'importe quoi. Donc, je veux dire, maintenant, vous le savez. Vous le saviez avec Musk avant, maintenant vous le savez avec Trump. Donc, agissez, quoi. On passe à vos questions, n'hésitez pas. Donc, pour Luc, on va peut-être faire circuler un micro avec la demoiselle qui est là. Levez la main et le micro viendra à vous. La première, c'est toujours compliqué, mais il y a voilà, un courageux. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Michel Dubois. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre présentation. J'ai lu il y a quelque temps le livre de Kai-Fu Lee sur la révolution de l'IA et l'analyse qu'il en fait, notamment en Chine. Et il fait une comparaison intéressante entre l'histoire de l'électricité qui a été inventée par Tesla et consorts et puis les ingénieurs qui l'ont mise en œuvre avec plein d'inventions. Et il dit que pour l'IA, les inventeurs, c'est États-Unis, France, Angleterre. Mais ceux qui vont mettre en œuvre et qui ont les idées derrière, c'est les ingénieurs chinois. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, Kai-Fu Lee, lui, il prêche pour sa paroisse. Hein, et sa paroisse, en l'occurrence, c'est la Chypre. Donc, il ne va pas dire le contraire. Moi, je prêche pour la mienne. La mienne, c'est la France. Donc, il a raison. Je veux dire, la réalité, c'est que la Chine, aujourd'hui, a des capacités aussi extraordinaires. Ils se sont, pendant des années, éduqués dans les meilleures universités américaines, européennes, etc. Ils sont retournés au pays parce qu'il y a M. Xi qui les a rattrapés. Et donc, ils ont des capacités extraordinaires. Et on voit, quand on voit sortir des modèles comme DeepSeek, qui est sorti l'année dernière. Il y en a plein d'autres. C'est tout le temps celui-là, mais il y en a plein d'autres maintenant. Oui, il y en a plein d'autres. Sur des verticales aussi, hein, sur de la photo, de la vidéo. Oui, exactement. Mais DeepSeek est particulièrement intéressant parce qu'il avait des performances à peu près équivalentes à un OpenAI à ce moment-là, à un ChatGPT, avec des ressources beaucoup moindres. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont bien bossé, ils ont fait des trucs rigolos. Par contre, évidemment, DeepSeek, il ne connaît pas Tiananmen. D'accord. Mais bon, ça, c'est un problème. Donc oui, ce sont des génies. Ce sont des génies comme nous. Et eux, ils ont l'avantage de pouvoir faire du dumping. Et donc, évidemment, quand on fait du dumping, on peut vendre des trucs pas chers, n'importe où, en dépensant beaucoup de pognon. Et c'est ce qu'ils font. Voilà. Voilà pour cette première question. Est-ce que vous avez d'autres éléments à revoir avec Luc? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On allume le micro. Et ça sera bon. Super. Oui, petite question. Est-ce que, si on parle IA dans quelques années qui vont arriver, est-ce que vous pensez que les théories des topos d'Alexandre Grothendieck vont amener l'IA à un nouveau niveau? Alors là, vous voyez, vous voulez de parler chinois pour moi. Là. Donc, alors, vous répétez parce que j'ai rien compris. Les topos. On parlait mathématiques. Ah, pardon. Les topos de Alexandre Grothendieck. Oh là là. Aujourd'hui, certains mathématiciens disent que si on applique ces théories sur les topos, on va pouvoir travailler sur la singularité des modèles. Et donc, ça revoit complètement l'IA et ça l'amènerait à un nouveau step de travailler sur le sens. Est-ce que vous partagez? Je n'en sais rien. Je peux pas vous répondre des choses, j'en sais rien. D'accord. Bon, on ne peut pas tout savoir. Hein. C'est bien. L'avantage, c'est de dire quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et malheureusement, je ne peux pas dire. Moi, il parlait de quantique, je vous aurais répondu, mais les topos, je ne sais pas ce que c'est. Posez votre dernière question à Luc. N'hésitez pas à lever la main bien haut parce que moi, je ne vois pas forcément d'ici. Super.
Bonjour, merci pour votre présentation. Thierry Auger, groupe Lagardère. On commence en entreprise à utiliser la technologie pour des besoins liés au métier. En fait, on a des use cases intéressants, mais on s'inquiète parce qu'on n'a pas la capacité qu'on a aujourd'hui avec des systèmes de calcul ou informatique standard, de pouvoir régénérer l'environnement, de pouvoir le réinstaller. Et avec cette crainte de dire, en fait, si c'est passé déjà quelques années, est-ce qu'on ne va pas mettre les métiers à plat qui ont basculé leur processus, quoi? Donc vous dites que vous n'avez pas assez de capacité de calcul chez vous et vous voudriez le garder chez vous au lieu de le mettre sur le cloud, par exemple? Bah, ça, on l'a déjà mis chez nous. Ouais. Mais si ça se dégrade, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, comment je fais? Ouais, vous êtes dans la merde. Okay, mais je pensais bien à ça. Ouais. Ouais. Un conseil plus qu'un constat, alors, Luc? Non, mais la réalité, bon, comment on fait après, bon, on connaissait tous la réplication, les machins. Enfin, ce que vous dites, vous, tous les ciseaux qui sont là, vous dites ça à aux gens qui utilisent vos systèmes. Vous dites, il faut le répliquer, il m'en fout partout, il faut la réplication physique, il faut la réplication sur place, il faut le machin, etc. Donc, faut répliquer, il faut répliquer, il faut répliquer. Mais le problème, c'est que quand on réplique, évidemment, on peut répliquer dans des endroits qui ne sont pas forcément très bien. Et là, c'est un problème. Donc, plus vous diffusez, plus vous exposez. Vous savez aussi, donc du coup, c'est une balance. C'est une balance où vous avez étudié les risques et savoir ce qui est important pour vous et pour certaines capacités que vous voulez donner avec les outils que vous allez proposer. La vraie réalité de tout ça, en fait, et donc la conclusion que j'ai, moi, pour les gens qui disent on va utiliser les outils et puis comme ça, eux, ils sont bien, ils font tout pour nous, ça, c'est une grosse bêtise. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quelque part, garder le savoir du côté de l'humain, parce que si toutefois, il y a une coupure d'électricité, il vaut mieux quand même qu'on puisse continuer à faire des trucs sans avoir ces outils. D'accord ? Donc ne pas savoir, ne pas s'éduquer sur les fondamentaux d'un métier, quel qu'il soit, serait une grosse bêtise. Donc après, on aura, nous, la capacité d'inventer des nouveaux modèles, si toutefois quelque chose tombe complètement en rade, comme par exemple Trump qui décide de couper les vivres, eh ben on aura les capacités de refaire, ça prendra peut-être du temps, mais on aura la capacité de refaire parce qu'on aura compris. Parce qu'à la fin, ces outils, et je reprends le marteau, c'est encore moi qui tiens le manche. La demoiselle qui est là-bas, ouais. Merci pour la demoiselle. Delphine Sabatier pour Bismart, l'émission Smart Tech, à laquelle vous avez participé, Luc, merci beaucoup. Je me posais la question de votre regard sur ce qu'a annoncé OpenAI récemment en disant qu'ils allaient travailler sur réduire les hallucinations et sur des modèles qui vont être moins justement dans nous faire plaisir absolument. Est-ce que vous pensez que c'est possible de corriger en fait ce biais, ce travers inhérent aux IA génératives? Alors c'est compliqué, on a vu ça avec GPT-5, d'accord, parce qu'ils ont essayé déjà avec GPT-5. C'est excessivement compliqué à faire parce que les hallucinations sont inhérentes à la façon dont on crée ces modèles. En fait, c'est parce que, encore une fois, ces modèles statistiques, ils vont pouvoir mélanger n'importe quoi, et des fois, ils mélangent n'importe quoi pour répondre n'importe quoi. Donc c'est compliqué. Maintenant, on peut forcer les modèles. Et donc, encore une fois, plus on va les spécialiser, plus ils vont être possiblement avec beaucoup moins d'hallucinations et d'erreurs. Donc la réponse, toujours la même pour moi, c'est spécialisons. D'accord ? Et en fait, ma réponse, c'est pas tout à fait ça, c'est biaisons. Biaisons en cœur. D'accord ? Il faut biaiser à fond. Parce que le truc, on dit toujours, c'est antinomique par rapport à ce que les gens peuvent penser. Les gens se disent, les data scientists en particulier, se disent il faut que j'ai des datas qui n'aient pas de biais. Il faut que j'ai des datas parfaites. Ça n'existe pas, la data parfaite. Donc, n'hésitons pas à biaiser et à faire en sorte que ces IA ne répondent que ce qu'on a envie qu'elles répondent. Et c'est la seule solution, en fait. Merci. Merci Delphine, merci Luc d'être venu jusqu'à nous ce soir. Maria, je te Sébastien, passe le micro. Luc, quelle belle soirée. Merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup enrichi. Je vous remercie énormément au nom de toute la communauté et je veux vous dire merci. On les remercie. Hein. Et donc,
Rendez-vous ce soir au Sporting pour la soirée de jeudi. Nous allons fêter, célébrer les 10 ans de Yes We Are, qu'on va bien s'amuser. À tout à l'heure.